Samira Sedira, bonjour et Bonjour. mille fois d'accorder cet entretien à l'Institut français d'Écosse. Cela nous touche d'autant plus qu'en cette période de confinement, il est vraiment très difficile de faire vivre les cultures. Donc vraiment, nous sommes très très contents. Alors Samira, vous êtes comédienne, euh, Mhm, autrice également, mhm, autrice de 4 romans. Nous en avons 3 ici, édités aux éditions du Rouergue. Un mhm. très très beau volume. Et le dernier de ces romans, Des gens comme eux, va paraître en version anglaise, donc en traduction au mois de juillet qui vient, donc très très bientôt. Et nous allons revenir sur cet événement au cours de l'entretien. Mais tout d'abord, Samira, puisque c'est en ce moment la semaine, voire le mois de la francophonie, qu'est-ce que le français représente pour vous? Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Donc, j'avoue que quand j'ai su que vous alliez me poser cette question, je me suis dit, qu'est-ce que la langue pour moi? Mais la langue pour moi, c'est la langue française, en tout cas, c'est, je ne l'ai jamais envisagée comme la langue d'un autre ou d'autres, mais comme ma langue foncièrement, parce que je me sens en- presque intégralement française, foncièrement française, et j'ai vraiment la sensation d'avoir pratiqué cette langue depuis toujours, mais c'est pas le cas, puisque je n'ai parlé français qu'à partir du moment où j'ai pu entrer en maternelle, donc à l'âge de 3 ans. Mais la première langue que j'ai pratiquée, c'est l'arabe, le dialectal algérien de mes parents, mais je n'en ai aucun souvenir. Et j'ai d'ailleurs perdu en cours de route cette langue que je ne parle plus, mais que je comprends, puisque ma mère me parle essentiellement en arabe, des mélanges français-arabe, elle a inventé une nouvelle langue maintenant qui voilà, je sais pas comment on pourrait dire, le franglable, le franc arabe. Euh, donc elle a inventé sa propre langue que je comprends, que tous ses enfants comprennent. Je pense qu'on est les seuls à comprendre ce qu'elle dit. Et je me suis dit qu'effectivement, oui, j'ai commencé par l'arabe et le français a pris le relais et a pris totalement possession de moi. Donc c'est la première langue que j'ai parlée, d'où je trouve, mais ce n'est pas la première langue que j'ai pu écrire. La première langue que j'ai pu écrire, c'est le français. Donc j'ai écrit en français la première fois que j'ai pu commencer à écrire. Et c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup plus de facilité avec la langue française à l'écrit que la langue française à l'oral, parce que j'ai parfois l'impression qu'il me manque des fondations, comme si c'était un peu, par moments, un peu, comme si j'étais un peu sur des sables mouvants par moments, comme s'il me manquait des fondations, oui. Et donc c'est comme une langue que j'ai eu aussi à réinventer. Alors, c'est aussi la langue de l'écriture, je l'ai dit. C'est aussi la langue de la séparation avec mes parents, puisque eux sont analphabètes. Ils parlent uniquement l'arabe, donc cet arabe dialectal qui est l'arabe du peuple. Et donc, il y a quelque chose c'est pas une fracture, hein, mais quelque chose qui a fait qu'il y a une séparation entre les parents et les enfants d'un côté. Voilà, c'est tout ça la langue française. Et c'est une langue que j'adore profondément, que j'aime et avec laquelle je vis, je rêve. C'est vraiment la langue que je parle vraiment principalement et avec laquelle, oui, comme je disais, je vis. J'exerce mon métier puisque que ce soit au théâtre ou dans l'écriture, ce sont les mots qu'on utilise, c'est la passerelle qui unit les deux activités. Voilà. Oui. Oh, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, enfin, après avoir lu vos romans, donc je me suis interrogée sur le style et c'est vrai que le choix du vocabulaire semble important, le choix des mots pour analyser le ressenti des personnages me paraît très très important. C'est un style qui me paraît très précis. Oui, très précis, parce que j'y attache beaucoup d'importance. Et peut-être aussi, par moments, il y a des expressions qui m'échappent,
parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais l'impression qu'il me manquait des fondations, puisque c'est pas la première langue que j'ai parlé. Du coup, j'ai besoin de réinventer cette langue, et peut-être que c'est ce qui fait peut-être que c'est ce qui a donné forme à ce style particulier, je sais pas. Parfois, je me dis que c'est peut-être ça, le fait d'avoir à la réinventer, de trouver d'autres formules. Des expressions qui n'existent pas forcément ou qui ne me viennent pas tout de suite, qui est très difficile à... donc, c'est vrai que je la réinvente, cette langue-là, et peut-être que c'est pas mal au final. Oui, oui, très intéressant. Et alors, donc, vous êtes comédienne, ensuite, vous êtes passée à l'écriture de romans. Quel lien faites-vous entre le théâtre, l'écriture dramaturgique et puis le roman? L'écriture dramaturgique de pièces, vous voulez dire? Alors, oui, alors j'ai écrit très peu de pièces. J'ai dû écrire, attendez, je ne sais plus, 2-3 pièces, souvent parce qu'on me les commande. Ça ne me vient pas de manière spontanée. Oui, ça ne me vient pas de... Romancière, alors, oui. Oui, très romancière, même si quand je me mets à l'écriture d'une pièce, tout à coup ça me plaît, et je trouve ça amusant, mais on est principalement sur des répliques, donc un échange de répliques, donc c'est surtout des dialogues, et ça j'aime beaucoup le dialogue. Et d'ailleurs je m'en sers souvent dans mes romans, puisque les dialogues c'est quelque chose que j'aime inventer, ça me plaît beaucoup. Mais oui, je pense que le lien entre ces deux activités, c'est ça. Oui, oui, oui. Et même en tant que comédienne d'ailleurs, puisque je vous dis, la passerelle évidente pour moi, donc ce sont les mots. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut mobiliser dans les deux activités, c'est comment je pourrais appeler ça, une sorte d'abandon ou de vulnérabilité quand on joue. Donc il ne faut pas jouer avec son cerveau, sinon on est perdu. Il faut éviter de se juger ou éviter de se regarder. Donc être. Et dans l'écriture, c'est pareil, je crois. Il faut être honnête avec soi-même, avec le texte qu'on écrit, les personnages qu'on crée, et puis se laisser... je pense que l'écriture doit nous devancer. On doit la suivre. Et éviter d'écrire avec son cerveau aussi, je crois. Même si évidemment tout se forme dans notre tête, mais il faut que les choses nous échappent. Si elles ne nous échappent pas, tout est trop structuré, et je crois que c'est une barrière à la créativité. D'accord, donc c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un obstacle. Ouais. Donc ça, c'est deux choses qu'on mobilise autant sur une scène qu'à une table avec son ordinateur pour écrire un texte. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va aborder votre dernier roman, Comme eux, donc qui est sorti l'année dernière en français, qui va paraître en anglais au mois. Ah oui, et c'est une grande fierté pour moi là, vraiment. Ah ouais. Donc des gens comme donc eux. en anglais, ouais, aux États-Unis et donc au Royaume-Uni. Moi, je suis super fière de ça. Oui, oui. Ouais. Très belle édition. Oui. Et, alors peut-être avant d'en parler, je dis quelques mots sur l'histoire. Mais oui, avec plaisir. Pour que tout le monde puisse suivre. Donc l'histoire se passe donc dans un petit village en fond de vallée. Oui. On suit un couple, Anna et Constant, qui mènent une vie, on va dire, modeste. Et puis, un beau jour, s'installe en face d'eux, donc un couple qui financièrement est beaucoup plus à l'aise aussi socialement, plus d'aisance en public. Plus charismatique, etc. Voilà. Ouais. Ils se font construire un magnifique chalet. Et donc, Ouais. entre deux couples, au départ, il y a une relation d'amitié qui se crée, mais quoique ambiguë. Et puis, petit à petit, cette relation évolue, donc se crée une certaine gêne, voire de la jalousie. Et donc, cette histoire, elle est racontée par Anna, la narratrice, qui essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Alors, j'en dirai pas plus pour pas dévoiler l'histoire, mais
Est-ce que vous pourriez revenir sur la construction de ce livre? Pourquoi avoir écrit ce livre? Quel était le point de départ? Et qu'est-ce que vous avez voulu essayer de créer à partir du personnage d'Anna? Mhm. Alors, pourquoi ce livre? On pourrait même se demander pourquoi un fait divers. C'est vrai que le fait divers me fascine parce qu'il est un... Le fait divers, c'est une rupture de l'ordre naturel des choses. C'est ça qui est fascinant dans le fait divers. Ça pourrait être d'ailleurs la définition du geste artistique. On crée toujours à partir d'une rupture. Il était une fois, une histoire. On crée toujours à partir de ça, de quelque chose qui d'un coup déraille. Ça m'intéressait vraiment. Je suis partie donc d'un fait divers qui est je ne sais pas si vous connaissez, c'est la tuerie du Grand Bornand. C'était en 2003. Cet homme donc qui avait assassiné une famille de 5 personnes, 3 enfants quand même en bas âge, et les 2 parents qui étaient des gens quand même aisés, un peu comme dans mon roman, et sous fond de racisme ordinaire, de jalousie, d'envie, et toutes ces thématiques un peu, et aussi de rapports de rapports sociaux, de rapports de force en tout cas. Et toutes ces thématiques incluses dans ce fait divers sont des thématiques, enfin toutes ces thématiques, ces questionnements en tout cas, sont des questionnements qui m'ont toujours travaillé en réalité. Et alors ça réunissait tout. Et je me disais, voilà un matériau extrêmement intéressant à travailler. Et puis je crois que quand on écrit sur un fait divers, enfin, en tout cas, à partir d'un fait divers. Hein. Après, moi, j'ai beaucoup changé les choses. Hein. J'ai essayé de faire évoluer l'histoire. Je ne me suis pas bornée à la chronologie de ce fait divers, hein, ni à son contenu. J'ai essayé vraiment d'essayer d'aller plus loin. Et je crois que quand on parle d'un fait divers, et quand on plonge dans ces eaux un peu troubles du fait divers, je crois que c'est aussi un peu de soi qu'on va chercher. C'est de soi dont on parle, des choses qui nous questionnent, des choses qui nous travaillent. Et c'est, je crois, ce que j'avais envie de faire en parlant de ce fait divers-là. Et donc, pourquoi cette femme, c'est la narratrice, donc Anna, qui est la femme du meurtrier. Et elle restera à jamais la femme du meurtrier. C'est comme ça qu'on la désigne et c'est comme ça qu'elle restera. Et pourquoi cette femme, justement? Cette femme est, je crois, porteuse de toutes les contradictions. Elle est celle qui aime, mais à la fois qui a honte, qui ne comprend pas ce qui s'est passé, qui se questionne sans arrêt, qui est complètement humiliée par procuration, hein, puisque ce n'est pas elle qui est passée à l'acte, c'est son mari. Mais elle reste là avec ses questionnements. Elle est celle aussi par laquelle l'émotion va permettre de passer et peut-être permettre, pour le lecteur en tout cas, un chemin vers la compréhension. Il me semble que sans émotion, il n'y a pas de possibilité de compréhension. Si on est juste dans le jugement, se dire ce meurtrier, c'est un monstre, blablabli, blablabla, je pense que c'est un obstacle à la compréhension de l'humanité. Et un geste monstrueux est un geste humain. Malgré ce qu'on en dit et malgré ce qu'on peut en penser, c'est un geste qui fait partie de notre humanité. Et je crois que le fait de laisser parler Anna, disons qu'elle est à une place où on pourrait être, nous. Elle a la meilleure place pour parler de ça. Et elle nous permet, je crois qu'on peut tous se retrouver dans cette situation, dans la situation d'Anna, d'être la femme d'un meurtrier ou le mari d'une meurtrière. Elle est, avec ses questionnements, sa douleur et son humiliation, et elle est en miettes, Anna. Je crois qu'elle est, elle est à la meilleure place pour nous en parler, et nous, je crois qu'on peut la comprendre. Et en essayant de comprendre Anna, on peut tenter de comprendre ce qui s'est passé pour Constant, pourquoi il en est arrivé là. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre-là. C'est pas le passage à l'acte qui m'intéresse, mais c'est tout ce qui se passe avant. Moi, j'essaie de déplier
Et j'essaie de, non pas de comprendre, en tout cas d'éclairer, parce que je pense qu'il y aura toujours une part de mystère, mais de tenter d'éclairer et de m'approcher de ce qui est trouble pour nous, trouble, mais qui pourrait nous arriver. Cette histoire, c'est un peu c'est un peu le miroir de notre propre faillibilité. On pourrait en arriver là. C'est possible. C'est difficile de se le dire, mais c'est possible. Alors, visiblement, bon, tout ce qui est lié aux rapports sociaux, c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, le racisme. Oui, les rapports de classe. Les rapports de classe. Et c'est vrai que dans vos précédents romans, c'est un thème que l'on retrouve. Oui, oui, ça me fascine. Oui. Ouais, j'ai l'impression que je pourrais en parler ad vitam, tellement ça me fascine et c'est une chose tellement complexe. Je crois que c'est la complexité des rapports humains et celle-ci en particulier on pourrait en parler à l'infini. Et c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui me plaît. Ouais, mais c'est vrai que je crois que ça jalonne tous mes romans. Hein, c'est présent dans tous mes romans. Ouais. Oui. À Majda en août, donc cette jeune fille qui revient chez ses parents meurtris. Même chose pour la faute à sa dame. Donc là, c'est une question de racisme. Ouais. Et d'identité aussi, de qui on est vraiment. Dans la faute à sa dame, c'est ça. C'est un jeune homme qui ne sait plus très bien où il en est, mais lui, il savait où il en était. Sauf que ce qu'on lui renvoie n'est pas forcément conforme à ce qu'il pensait être. Et c'est ce qui crée la déflagration. Souvent, ça arrive. Ça aussi, ça me fascine d'ailleurs. Comment on nous empêche d'être ce qu'on pense être. Ou du moins, il y a toujours l'image extérieure et donc l'image... Pareil, encore là, on est dans le miroir, l'image qu'on nous renvoie et ce qu'on pense être. Et souvent, c'est incompatible. Et ça, c'est fascinant aussi. Vraiment fascinant. Donc, Samira, donc des gens comme eux va paraître en anglais, hein, donc très récemment. Et je pense que c'est une histoire qui devrait plaire aux anglophones. Hein, donc, que vraiment, j'espère. Anglaise. Alors, je tiens à dire, parce que je crois que c'est la façon dont ils veulent le présenter, autant en Angleterre qu'aux USA, que c'est un thriller, mais pour moi, ça n'est pas un thriller. Alors, j'espère que les gens ne seront pas déçus. Parce que quand on aime les thrillers, parce que là, il n'est pas du tout construit tel quel. Enfin, je sais. Hein? Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça du tout. Non, voilà. Mais je crois que c'est comme ça qu'ils l'entrevoient et comme ça qu'ils veulent en parler. Mais je me dis, bon, j'espère que ça ne décevra pas le public qui aime le thriller et qui pense trouver un thriller en lisant des gens comme eux. Je le souhaite. Voilà. Mais ça n'en est pas un. Non, c'est pas ça du tout. Non. Samira, merci beaucoup pour cet entretien. Encore une fois, cela nous permet de faire vivre les cultures en cette période difficile. Et je pense que notre public sera ravi de pouvoir découvrir ces livres s'ils ne l'ont pas encore fait. Merci à vous. Hein. Merci. Au revoir.